Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de théorie économique, plus précisément de certaines croyances qui sont à l'origine de la création des marchés financiers. La crise financière qui a démarré en 2007 a mis en exergue le lien étroit entre la théorie économique et la pratique financière, et par la même occasion le rôle fondamental de la théorie économique dans cette crise. En effet, aussi curieux que cela puisse paraître, pour des personnes hors champ de l'économie, le système financier tel que nous le connaissons aujourd'hui a été pensé à partir des idées écrites dans les livres et autres manuels sur la théorie économique. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a simplement créé une structure en lui attribuant des caractéristiques par-ci et par-là censées assurer son bon fonctionnement. Au fondement de cette structure, ou de ce marché si on veut, se trouve la théorie bien connue, dite de l'efficience financière. Que dit cette théorie? Pour résumer, il s'agit d'une théorie d'investissement qui soutient qu'il est impossible en fait de battre le marché. Pour la simple raison qu'elle s'appuie sur le postulat selon lequel les titres financiers, les actions, les obligations, etc. s'échangeraient toujours à leur juste valeur. Et donc qu'il n'existerait jamais sur le marché des titres qui soient sous-évalués ou surévalués. Alors, il s'agirait donc d'une structure qui est proche de la perfection. Le but ici n'est pas évidemment de décrire toutes les caractéristiques de cette théorie économique spécifique, mais le simple fait d'annoncer qu'un marché financier peut avoir un fonctionnement efficient suffit à créer polémique et controverse, car il existe autant de données pour appuyer cette idée que pour l'invalider. Les crises financières que nous connaissons depuis 2008 sont en fait une véritable preuve qui vont dans le sens de la controverse. Pourquoi? Prenons l'exemple en fait des titres et des actifs qui ont été tant décriés car ils ont joué un rôle très important dans la crise financière de 2008. Par exemple, des titres négociés sur le marché des subprimes. Qu'est-ce qui a motivé le développement de ces actifs? Tout simplement les profits qu'ils génèrent. Les détenteurs de ces titres ont perçu en quelques années des montants faramineux de profits. Et maintenant, tout le monde se pose la question de savoir comment cela a-t-il été possible. La réponse n'est pas du tout compliquée. Ces titres et ces actifs ont simplement bénéficié de la légitimation de la théorie économique. Comme vous le savez, la science économique est caractérisée par l'existence de plusieurs courants de pensée. Les classiques, les keynésiens, les monétaristes, les libéraux, les néolibéraux, les néoclassiques, pour ne citer que les grands. Le courant néoclassique est celui qui croit à l'efficience des marchés financiers. Ce courant a pris le modèle de marché objectif, c'est-à-dire le marché réel, pour la transposer dans le domaine de la finance. Ce qui revient à considérer que les titres et les actifs sur le marché financier représentent donc les biens et les services sur le marché objectif, sur le marché réel. Après cette mise au point, revenons donc à notre question, qui est de savoir comment ces titres ont pu apporter autant de richesses à leurs détenteurs. La réponse est que les partisans de cette théorie économique dominante ont simplement considéré que ces titres sont bons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque, du moins qu'il n'y a pas trop de risques à les acheter. Les agents de notation ont suivi, alors très certainement par un système de lobbying, et donc très logiquement, les investisseurs se sont tournés vers ces actifs sans véritablement réfléchir sur leurs éventuels comportements en situation de stress par exemple. Alors la crise ou les crises financières depuis 2008 nous ont montré que le marché financier n'est pas efficient, car il fonctionne toujours à l'excès, à la hausse comme à la baisse. Et c'est très clairement ce comportement qui a été un aiguillon pour développer certains produits financiers en vue de générer assez rapidement des profits énormes pour certains acteurs. Alors, il me semble néanmoins intéressant de comprendre le fondement de la croyance néoclassique. Nous allons, pour ce faire, prendre deux exemples.
la notion de valeur fondamentale d'un actif et le principe de fonctionnement des marchés selon cette théorie. Commençons par la notion de valeur fondamentale. Et pour cela, prenons deux notions. Le prix d'un actif et la valeur de cet actif. C'est logiquement deux choses différentes. La théorie néoclassique a mis en avant l'idée que chaque actif avait une valeur fondamentale et que cette valeur était objective. Ce caractère objectif implique que le prix de cet actif doit forcément s'identifier à sa valeur. Cela veut dire que si un titre, par exemple une action, coûte 10 euros, ce qui est donc son prix sur le marché, alors la valeur de cette action devrait valoir également 10 euros. Le problème est que dans la réalité, on ne connaît pas la valeur d'un actif au moment de son achat, car cette valeur est liée d'une façon ou d'une autre au profit futur que l'actif va rapporter. Par exemple, dans le cas d'une action, le profit futur est constitué par les dividendes. Au moment d'acheter une action, on ne sait pas quel sera son dividende futur. Aussi curieuse que cela puisse paraître, la théorie néoclassique a fait l'hypothèse qu'à un instant T, aujourd'hui par exemple, on pouvait savoir ce qui va se passer dans le futur. Le futur serait donc quelque chose qui est objectif, au point qu'on puisse s'y projeter et dire ce qui va se passer. Consubstantiellement, cela veut dire que nous pouvons estimer les probabilités d'événements futurs. Je ne crois pas me tromper en disant que nous ne pouvons pas faire cela. Il y a une incertitude radicale quant à savoir ce que sera le futur. Ne serait-ce que par le fait que ce que nous allons faire aujourd'hui va avoir un impact et un effet sur le futur. Voyons maintenant le second exemple qui a trait au principe de fonctionnement du marché. La théorie néoclassique met en avant deux notions, l'autorégulation et l'auto-adaptation. L'autorégulation, c'est le retour automatique à l'équilibre sur le marché. C'est-à-dire, lorsque le prix d'un titre diminue ou augmente fortement sur le marché, il y a des contre-forces qui sont là pour ramener ce prix à sa situation d'équilibre. L'auto-adaptation est la capacité du marché à apprendre les erreurs et à tirer les leçons du passé. Les récentes crises financières nous ont montré que ces deux principes ne fonctionnent pas. Les crises se succèdent depuis 1929, avec dans certains cas de très fortes ressemblances, ce qui met en défaut l'idée d'une auto-adaptation. Concernant l'autorégulation, la bulle immobilière à l'origine de la crise de 2008 nous a montré exactement tout le contraire de ce que prétend la théorie. Cela a d'ailleurs été un fait troublant pour les économistes, puisqu'avec l'explosion des prix, il aurait dû y avoir normalement des contre-forces pour ramener les prix vers leur niveau d'équilibre, car le marché concurrentiel est un marché qui s'autorégule, selon la théorie. C'est là où on voit la différence avec un marché réel. Par exemple, quand le prix du pain augmente, passant de 80 centimes à 1,60 €, il est clair que la demande de pain va diminuer. Il y en a qui diminueront leur quantité quotidienne de pain et d'autres pourraient même arrêter d'en consommer. Pourquoi? Parce que le pain devient trop cher. En revanche, l'offre de pain augmente puisque les boulangers font du profit. Mais à un moment donné, les contre-forces vont faire que le prix du pain va revenir à son niveau d'équilibre vers les 80 centimes si le gain procuré par l'augmentation du prix ne compense pas le manque à gagner consécutif à la perte d'une partie de la clientèle. Les systèmes à bulles, comme la bulle de l'Internet au début des années 2000 et la bulle immobilière de 2008, ont montré que les marchés financiers non seulement ne s'autorégulent pas, mais qu'ils provoquent un phénomène complètement contradictoire. Lorsque le prix augmente,
il y a beaucoup d'acteurs qui euh, qui ont intérêt à acheter, car ils ont constaté que d'autres personnes qui ont acheté dans le passé se sont enrichis. Ils vont donc faire comme eux, d'autant que s'ils achètent, ça fait augmenter les prix, et c'est ce qu'on appelle en fait nourrir la bulle. De la même manière, lorsque les prix sont très bas, les acteurs n'achètent pas, car ils anticipent que ces prix vont continuer à baisser. Et ils ont raison, car les acteurs qui ont acheté des titres dans de telles circonstances dans le passé, en espérant bien sûr une montée, ont perdu beaucoup d'argent. Pour conclure, on voit clairement que les marchés financiers sont le fruit des croyances, de certaines croyances, et qui sont complètement différents des marchés réels. Ce ne sont aucunement les principes de ces marchés qui régulent le comportement des acteurs, puisque, comme nous venons de le voir, il existe plusieurs mécanismes financiers qui mettent en défaut certains principes fondamentaux qui sont à la base de la création de ces marchés. La notion de valeur, par exemple, n'est pas ce qui guide les acteurs dans leur choix, car il y a une incertitude sur le niveau de cette valeur dans le futur. En revanche, ce qui caractérise les acteurs sur le marché, c'est ce que certains économistes comme André Orléans appellent l'autoréférentiel. C'est-à-dire que les acteurs essaient toujours d'anticiper ce que les autres vont faire. En un mot, on fait de l'argent sur le marché quand on anticipe ce que le marché va faire, qu'il ait raison ou tort. C'est l'idée qu'il a d'ailleurs très joliment traduit en disant que sur un marché, on est sur des relations stratégiques entre acteurs financiers. Et chaque acteur essaie de déterminer non pas la valeur fondamentale des actifs, mais il essaye en fait de déterminer qu'est-ce que l'opinion du marché va penser que la vraie valeur va être. Merci pour votre attention.